welcome to day 2 of ICFF 7th edition. And today, at this very moment, we are hosting a guest lecture that is going to be delivered by a professor at l'ESA, a professor of filmmaking, Roland Carré, and Rabia Ridawi, who is a former of cinema in l'Institut Français Maroc. Now, in this guest lecture, we're going to be talking about a book that they wrote together, and it's called Cine Casablanca. Just to give you a little idea, it's about Casablanca, how it is mystified by the cinema and movies, generally speaking. Now, without further wait, please give a round of applause for Roland Carré. And now I would like also to call Rabia Ridawi, qui va nous rejoindre, who's gonna join us, online. Rabia Ridawi, can you hear us? Bonjour. Bonjour. So for this guest lecture, please have a seat. We're gonna be talking in French. I hope there's no problem with that. Everybody doesn't understand French, or we need to translate sometimes. It's no problem, just tell us. Okay. Anyway, I'd like to also call our translator, in case if there's something lost in translation. Khawla Goubi. Bonjour Roland Carré. Alors, bonjour Rabia aussi. J'aimerais bien vous poser des questions par rapport à votre livre. Déjà, si vous voulez commencer par donner un petit synopsis, je vous en prie, prenez le micro. Je crois qu'on m'entend là. Oui, c'est bon, ça marche. Ah oui, super, très bien. Bonsoir Rabia, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonsoir. Salut. Présenter ce livre, c'est un livre que Rabia et moi avons écrit, consacré à la ville de Casablanca, vu par le cinéma. C'est Casablanca en 100 films, plus précisément. Donc, autrement dit, c'est un livre qui est écrit de façon assez chronologique, puisque nous partons des années coloniales jusqu'à aujourd'hui. Pour dresser un portrait de la ville blanche, de la capitale économique du Maroc, et de ses évolutions, ses changements, à la fois urbains, archéologiques, sociologiques, démographiques, etc., à travers le prisme du cinéma. Donc l'idée, c'est d'interroger aussi un peu l'image de Casablanca, l'image qu'on peut en avoir à travers des films qui sont évidemment tous très différents, qui ont chacun quelque chose à dire, que ce soit... ça dépend de son contexte, notamment historique, politique, ça dépend du regard du réalisateur. Donc voilà, on essaie de dresser un peu ce panorama. D'accord. Alors j'aimerais bien vous poser une question à vous deux. Par rapport aux origines du projet, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre en particulier sur la vie de Casablanca? Rabia, tu y vas? Ok, si tu veux bien, merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation à ce beau festival et je souhaite bonne chance à tous les finalistes qui participent. Alors, le Cine Casablanca, l'origine de ce projet, c'était une idée de l'ancien directeur de l'Institut français de Casablanca qui avait proposé à Roland de travailler sur un guide qui relaterait Casablanca par le cinéma et les décors de films. Donc, c'est-à-dire que c'était tout simplement l'idée de proposer un guide qui va recenser tel film a été tourné dans telle rue, dans tel endroit. Ensuite, Roland a eu la merveilleuse idée de me proposer ce projet que j'ai tout de suite accepté, puisque je suis passionnée de Casablanca et à travers
mon attachement à la ville et mon engagement dans une association qui travaille pour la préservation du patrimoine de la ville, c'était pour moi une belle occasion de pouvoir encore une fois mettre à l'honneur Casablanca. Donc à partir d'un guide, on a été amené à travailler finalement sur une sorte de monographie qui raconte Casablanca en 100 films. D'accord. Et vous voulez rajouter quelque chose? Oui, en fait, comme l'a dit Rabea, c'est un livre qui à la base m'avait été proposé à moi seul et je ne me sentais pas capable de l'écrire tout seul. Alors autant sans prétention, l'analyse filmique, le cinéma marocain, le cinéma Maroc, oui, comment dire, ce sont des choses qui me passionnent et je pense pouvoir écrire dessus. Mais parler d'une ville, ça veut dire connaître la ville. Alors j'y ai vécu 5 ans à Casablanca, je la connais quand même un peu, mais il fallait quelqu'un qui vraiment la connaisse en profondeur. Son évolution, son architecture, son style, ses particularités par rapport à d'autres villes du Maroc et du monde. Et j'ai réfléchi 3 secondes et demie pour savoir qui pouvait écrire ce livre avec moi pour que vraiment nous puissions compléter, associer nos compétences. Et Rabea s'imposait. Bon, j'imagine que voilà, vous ne la connaissez pas, mais si on se promène avec elle dans la rue, en fait, on ne peut pas... Pour aller acheter une baguette à la boulangerie, ça prend 2 heures parce qu'elle va nous raconter toute l'histoire de chaque brique, de chaque immeuble qu'on va croiser sur notre chemin. Elle connaît vraiment toute la ville, chaque édifice, chaque monument, chaque immeuble, chaque rue. Donc son regard était essentiel pour pouvoir faire un livre un minimum correct. D'accord. Alors avant de passer à la seconde question, j'aimerais bien vous informer que le livre Ciné Casablanca il est en train de se vendre actuellement à l'entrée de l'auditorium. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Et voilà. Alors, j'ai pu remarquer que vous avez divisé le livre en 3 grandes parties. Casaville Rêve, Casaville Monde, Casaville Locomotive. Et ma question, ça serait pourquoi cette dissection précisément? Et je pense que cette question est plutôt adressée à Rabea Ribaoui. Effectivement, il fallait raconter l'histoire cinématographique de la ville à travers aussi son évolution urbaine. Et du fait que le cinéma est né à la fin du 19e, et donc il s'est exercé au Maroc avec le protectorat. Donc on a structuré le livre sur 3 époques ou périodes cruciales qui sont d'abord la période coloniale où il y avait essentiellement du cinéma colonial, ensuite la période après l'indépendance et puis la période plus récente à partir des années 2000. C'est un ordre chronologique qui s'impose pour pouvoir raconter justement l'évolution de la ville en même temps que l'évolution du cinéma. D'accord, merci. Vous voulez rajouter quelque chose, Roland? Non, elle a très bien répondu, c'est tout à fait ça. D'accord, alors cette question, voilà, c'est une question générale et qui m'a beaucoup... je me suis posé la question, pourquoi avoir choisi Casablanca et pas une autre ville au Maroc? Alors comme Rabea l'a dit tout à l'heure, à la base c'est un projet qui vient de l'ancien directeur de l'Institut français de Casablanca, Martin Chénaud, qui aujourd'hui maintenant a les mêmes fonctions à Madrid, voilà, il a changé de pays. C'est un fou d'architecture, il est architecte de formation, il vient de Bordeaux, qui est une ville également architecturalement incroyable. Il est fou amoureux de Casablanca, pour lui cette ville a été un vrai coup de cœur. Et il avait vraiment envie, à la fin de son mandat, de partir en laissant quelque chose. Et il adore le cinéma aussi, voilà, c'est vraiment un homme parfait. Il voulait laisser quelque chose et il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de films qui représentaient Casablanca d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, donc il y a eu cette proposition qui a été faite d'abord à moi et qu'on
ensuite on a élargi à Rabea et moi. Et pourquoi Casablanca? Bon, déjà parce qu'il y avait cette idée qui venait de Martin, et puis c'est une ville qui a vraiment son identité. Alors toutes les villes marocaines ont leur propre identité. Rabat a son identité, Tanger a la sienne, Marrakech, Fès, Ifrane. On est très content d'être là pour ces 4 jours. En termes cinématographiques, Casablanca est quand même très filmé, beaucoup plus que les autres villes du Maroc. Il y a peut-être Tanger qui peut rivaliser à la limite. Et surtout, c'est une ville qui est filmée de façon très différente, d'un cinéaste à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un contexte politique, social, artistique, etc. à l'autre. On a vraiment des films qui sont très diversifiés. Donc ça permettait aussi de parler du Maroc, de l'histoire du Maroc du XXe siècle et du début du XXIe. C'est une façon aussi de parler du cinéma en général et de tous les artistes qui sont passés par cette ville. Tous les cinéastes marocains, presque tous, en tout cas 99%, d'une façon ou d'une autre, ont filmé Casablanca. C'est vraiment une ville qui, d'une façon ou d'une autre, intervient toujours dans le parcours d'un cinéaste. Et donc, pour toutes ces raisons, il nous semblait évident de consacrer cette ville. Et puis bon, j'ai vécu à Casablanca, Rabea est casablancaise, donc il y avait aussi cet attachement personnel, évidemment, à cette ville. D'accord. Et une question un peu générale et technique. Quelles ont été vos méthodes de recherche? Tu y vas, Rabea? Mais vas-y, j'enchaîne après. Ah, les méthodes de recherche. On a regardé beaucoup de films, plus de 250, tournés à Casablanca ou représentant Casablanca, d'une manière ou d'une autre. Alors à la base, le livre, ça devait être Casablanca en 50 films. Et on a pleuré auprès de l'éditeur pour dire non, s'il vous plaît, ce qu'on peut faire en 100 films, 50 c'est trop dur, et même 100 c'est trop dur. Et ça vous a pris combien de temps pour du coup, voir ces films et écrire le livre? Alors en tout, de l'idée au résultat, pour citer Sophia Méni qui intervenait tout à l'heure, ça nous a pris 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Après, Sacré nombre. Ouais, voir les films avant de commencer vraiment l'écriture, je pense que ça nous a pris les 2 premières années, hein, Rabea, je pense, c'est ça Oui, facilement. Facilement, ouais. Oui, parce que le Covid nous a bien aidés, il faut le dire. Le projet a démarré en 2019, le Covid 2020, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que ça a ralenti beaucoup de choses, et justement le secteur cinématographique et même l'écriture. Ok, donc... Rabea, tu voulais enchaîner, pardon sur la méthode? Tu voulais enchaîner? Ah oui, oui, pour enchaîner, en fait, on a visionné pratiquement tous les films qui pouvaient parler de Casablanca ou représenter Casablanca. Après, on a fait des choix, bien évidemment, mais on avait des critères de sélection aussi. C'est grâce à ces critères qu'on a pu choisir tel film et pas un autre. Donc les critères, c'était pas seulement des critères de qualité artistique. On pouvait aussi choisir des films qui n'avaient pas une grande qualité artistique, mais qui pouvaient quand même proposer une certaine représentation de la ville, une certaine idée de la ville à un moment donné, d'après une vision donnée. De ce fait, on a pu donc sélectionner des films où Casablanca est réellement la ville personnage, comme on a pu aussi proposer des films qui racontent Casablanca, qui jouent le rôle d'autres villes du monde, du Maghreb ou du Moyen-Orient. Donc on a essayé, en fait, à travers ces 100 films, de montrer les différentes facettes de Casablanca à travers ces films. D'accord. Donc justement, ça m'amène à ma prochaine question. Vos choix de films pour illustrer la ville de Casablanca, ils se basent sur quels critères, du coup, si on venait à résumer? Je vais reprendre ce qu'a dit Rabea. Donc effectivement, déjà, il y avait l'idée de diversité. Alors, même en termes de genre de film, on voulait
des films d'aventure, des comédies, des films policiers, des films à vocation sociale, engagée, tout ça. On voulait de la fiction, du documentaire. Il était très important également qu'on inclue des courts-métrages, parce qu'un court-métrage, on est bien placé pour le savoir, à ce festival, peut parfois dire autant de choses, voire même davantage de choses qu'un long-métrage. Et il existe beaucoup de courts-métrages magnifiques marocains, notamment des années 60-70, qui montrent très bien le Maroc et Casablanca. Donc on voulait vraiment cette diversité de formes, de tons, de contenus, de nationalités aussi. Il y a, alors, sur les 100 films, il y en a 75 qui sont marocains, donc c'est quand même essentiellement un livre sur le cinéma marocain. Et les autres sont des films, alors il y a des films américains, des films français, il y a même des films espagnols, des films italiens, et beaucoup notamment de nanars, des séries B italiennes tournées dans les années 60-70 au Maroc. Ce sont des films très amusants. Et autre critère, et oui, voilà, et comme l'a dit Rabea, l'idée c'est aussi de choisir des films qui ne disent pas tous la même chose. On peut choisir, si on prend deux films qui montrent tous les deux les mêmes décors, par exemple la Médina ou la Mosquée Hassan II, et qui ne se démarquent pas l'un de l'autre, c'est pas intéressant, donc on n'en prend qu'un seul, et puis l'autre on le mentionne rapidement, mais on ne retiendra pas dans le corpus final par exemple. Voilà, et évidemment une diversité en termes d'époque aussi. On parle des années coloniales, on arrive jusqu'à aujourd'hui, on passe par l'indépendance, les années de plomb, les nouvelles vagues. Donc il est important aussi de dresser tout un siècle de cinéma au Maroc et à Casablanca à travers ces choix. Et tout comme n'importe quel projet, c'est quoi les difficultés rencontrées lorsque vous avez voulu écrire ce livre en particulier? Rabea, tu veux commencer? Vas-y. Il y en a beaucoup. Oui, vous imaginez bien en 4 ans et demi toutes les péripéties. D'abord, la première difficulté, je ne dirais pas que c'était une difficulté, mais un exercice assez stimulant, c'est celui d'écrire à 4 mains. C'est-à-dire que souvent, Roland m'envoyait un premier jet d'analyse sur un film, et moi, j'alimentais selon ma vision et surtout selon le repérage des lieux de tournage et ce que ça représentait en termes d'image de la ville. Et puis après, il fallait donc ajuster notre style à tous les deux. Ensuite, on s'est confronté aussi au format qu'on voulait donner au livre. Au début, on écrivait, on était très gourmands, on voulait raconter tout, mais il a fallu travailler sur quelque chose de plus synthétique, puisqu'on est parti sur des notices qui présentent le film donc en 1 page et demie. Et ça, c'était un exercice assez difficile, mais on a finalement réussi à avoir un cap d'écriture. Deuxième grande difficulté, c'était le temps, puisqu'on a écrit cet ouvrage sur notre temps libre. Donc on s'y est pas consacré à 100% de notre temps, puisque chacun a des obligations professionnelles et autres. Et donc, des fois, on n'était pas synchronisés selon la cadence d'écriture. Et donc, des fois, l'un prenait de l'avance sur l'autre. En tout cas, moi, pour résumer, après, bien évidemment, il faut toute la partie confection de l'ouvrage qui ne dépendait pas de nous, qui dépend aussi de la graphiste, de l'éditrice, qu'on salue pour leur patience, d'ailleurs. Mais pour tout résumer, la vérité, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était un très bel exercice, très stimulant en tout cas de collaboration avec Roland. Et j'espère que le résultat... j'espère, mais déjà on commence à le sentir. Le résultat de notre travail est quand même assez intéressant. Ouais, en tout cas, si vous demandez mon opinion, je pense le livre est assez intéressant.
surtout qu'il mentionne des films qui sont présentés au festival. Je cite un des films, Sophia, de Mariam Benbar, qui va être projeté juste après. Et aussi Mon père n'est pas mort. Donc déjà, pourquoi ces films? Parce que quand j'ai pu voir le sommaire, ça a sauté aux yeux. Donc pourquoi par exemple avoir choisi Sophia et Mon père n'est pas mort? Déjà, je pense qu'on n'a même pas hésité, hein, Rabea, dis-moi si je me trompe, mais c'était évident qu'on allait prendre ces deux films. Effectivement, on n'a pas eu de discussion sur ces deux films. Il y a des films sur lesquels on a débattu, est-ce qu'on prend pas, et si on prend pas, qu'est-ce qu'on prend la place pour... Mais non, ces deux-là, c'était évident. Alors, on va pas spoiler, parce que je sais que dans cette salle, il y a sans doute des gens qui n'ont pas encore vu le film de ce soir et celui de demain soir, mais Sophia, c'est un film qui, évidemment, est avant tout un très beau portrait d'un personnage féminin qui se retrouve dans une galère que vous allez découvrir ce soir, mais c'est aussi le portrait d'une ville, et il est en fait, c'est un film dont les personnages sont divisés en plusieurs catégories. Il y a Sophia qui vit dans un milieu plutôt moyen, modeste. Il y a, sa bonne et le supposé père de son enfant qui vivent dans des quartiers en Médina beaucoup plus, on va dire, populaires. Et il y a la cousine et l'oncle et la tante de l'héroïne qui vivent sur la colline d'Enfa, dans une grande villa très conçue, très bourgeoise. Et le film navigue sans cesse entre ces lieux, en fonction des allers-retours des personnages. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'environnement des personnages, avant même les dialogues, avant même ce qui se passe en termes d'action, disent déjà beaucoup de choses sur ce qui est à l'œuvre en termes dramatiques dans l'histoire. Donc voilà, je ne vais pas spoiler parce que le début du film, c'est quoi? C'est une jeune fille qui se rend compte qu'elle est enceinte, elle a fait un délai de grossesse et elle accouche sans avoir été mariée. Voilà, ça c'est la première scène quasiment. Et en fait, tout le film nous entraîne selon les quartiers dans ces aventures. Et en fait, voilà, les quartiers en disent beaucoup aussi sur les mentalités, sur la façon dont son entourage réagit à ce qui lui arrive. Il y a des gens qui vont l'aider, d'autres qui vont la rejeter, d'autres qui vont critiquer, d'autres qui vont dire non mais attends, il faut... Voilà. Et c'est vraiment la façon dont la vie est filmée est très très intéressante. Et pour Mon père n'est pas mort, Rabea, je te laisse... expliquer pourquoi on a choisi le film d'Adil El-Fadili. Oui, mais j'aimerais rebondir aussi sur Sophia. Aussi le choix, on a souvent voulu mettre en avant des noms de réalisateurs jeunes, réalisateurs et notamment réalisatrices marocaines, dont fait partie Mariam Benbar, qui met surtout en scène un personnage féminin. Ça aussi, c'était important de raconter Casablanca aussi à travers ces femmes-là. En ce qui concerne Mon père n'est pas mort, c'est un film d'abord qu'on a vu en avant-première, en exclusivité. On a beaucoup apprécié ce film qui parle de Casablanca et d'une manière, très spécifique, puisqu'il nous emmène dans l'univers de la foire et du cirque, très coloré, très joyeux, mais en même temps et qui représente un côté très dramatique. Puisque le film, encore une fois, on ne va pas spoiler, mais le film sous-entend raconter une histoire tragique qui fait partie de la grande histoire du Maroc. Et puis Aziz Fadeli aussi, il a une approche très intéressante du cinéma marocain et ça nous tient à cœur de mettre en valeur ce genre de cinéma. En tout cas, on a très hâte de voir le film Sophia et My Dad Is Not Dead très prochainement. Alors, j'aimerais poser une question, et je pense même les étudiants de l'ESSA peuvent y répondre. Est-ce que votre livre, vous en faites usage en tant que professeur à l'ESSA?
Ah bah ça, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Là, on doit être à la 10e présentation de notre livre là. En plus, on a des témoins là dans la salle qui vont pouvoir. Bah non, enfin dites-moi si je me trompe. Bah, on parle parfois de cinéma marocain, oui, mais je ne crois pas vous avoir embêté avec les histoires casablancaises en particulier. Après, ce serait bien, oui. Je me souviens, j'avais fait, si, alors autant pour moi, mais c'était pas votre promotion, c'était celle d'avant. C'était la promotion de Shekib, Zindine, Kassem, Imad et tout. J'avais fait tout un après-midi dans le cadre d'un diplôme fantôme qui s'appelle Bachelor, qui a ensuite disparu. Tout un après-midi sur la ville de Casablanca vue par le cinéma. Oui, voilà, c'était dans le cadre d'un programme qui s'appelait l'Afrique comme horizon de pensée, et donc Casablanca en tant que ville marocaine, mais aussi africaine, parce que c'est une ville qui représente aussi d'autres villes d'Afrique comme Alger, le Caire, etc. Donc était au cœur de cette intervention. Donc en soi, oui, voilà, pas ceux qui sont dans la salle, mais oui, des étudiants ont dû subir un peu mes théories et mes analyses sur ce sujet. Ceux qui sont dans la salle, ils ont de la chance. Ça, il faut leur demander. Alors, pour Rabea, est-ce que ce livre vous permet de rendre hommage à la ville de Casablanca, vu que on a bien compris que vous venez de cette ville? Ah oui, sans aucun doute. Moi, je suis très heureuse d'avoir pu participer à ce travail pour mettre en valeur Casablanca, qui est une vraie ville du cinéma. Elle a été vraiment une ville inspirante pour beaucoup d'artistes. Elle continue encore à inspirer toujours. Et puis, pour rebondir sur la précédente question, le livre, j'ai été très contente quand notre travail a été pris comme source de référence pour un travail de deux jeunes architectes, doctorants, chercheurs, qui ont pu puiser dedans des sources cinématographiques qui racontent l'évolution de certains quartiers à Casablanca. Donc, ça permet de ce fait de montrer aussi la valeur documentaire du cinéma, qui permet de raconter l'évolution d'une ville comme Casablanca. D'accord. Alors, moi j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je vais faire une pause et je vais me tourner à l'audience et leur demander s'ils ont des questions par rapport au livre Ciné Casablanca. Du coup, juste levez votre main et il y a un micro passer le livre. c'est ça? Et vous pouvez poser la question en anglais, en derija. Ouais, et on a notre traductrice. C'est ça. N'hésitez pas. Ouais, mais tout le monde ne peut pas forcément t'entendre dans la On va salle. te passer un mot. Notamment ceux derrière toi. Je voulais juste, en fait, nous on a une certaine connaissance dans le cinéma, on a vu pas mal de films, du coup on peut imaginer qu'on a vu pas mal, plusieurs films dans le livre, du coup, et en plus l'analyse et tout, c'est un module, donc voilà. Et ma question, je voulais savoir, est-ce que vous avez un autre projet en fait, un projet de livre au cinéma? Tous les deux? Oui. Ou vous? Bah, on parle. On n'est pas tout à fait d'accord. Bah, je sais pas, Rabea, tu veux dire? Vas-y, Bah, disons qu'on nous demande souvent, notamment quand on présente notre livre dans des grandes villes du Maroc. Par exemple, si on le présente à Rabat, on nous demande, ah tiens, bah, à quand un ciné Rabat? Si on le présente à Marrakech, bah, à quand un ciné Marrakech? Bientôt, il sera présenté à Tanger. Je suis persuadé qu'on va nous demander à quand un ciné Tanger. Et
ainsi de suite. Parfois même Ciné Samira, Ciné Fès, tout ça. Avec plaisir, hein, il y a des superbes films tournés dans toutes ces villes, et même dans des villes moins grandes. Même ici à Ifrane, il y a Nourdine Larmari là, qui a fait son dernier film ici, il n'est pas encore sorti. Donc j'ai hâte de redécouvrir Ifrane à travers le prochain film de Larmari, qui pour une fois d'ailleurs va sortir de Casablanca, après sa trilogie casanégraise. Donc moi j'habite à Marrakech, alors forcément j'aimerais bien. et Rabea, elle est d'origine elle est tangéroise d'origine, donc forcément elle aimerait bien. Donc voilà. Mon prochain livre là, ce sera un livre consacré à Daoud Aoulatsiad. Voilà, qui est un cinéaste que j'adore. Son cinéma, c'est mon cinéma. Et Daoud n'est pas du tout traité dans Ciné Casablanca parce qu'il n'a pas filmé Casablanca. Il a filmé le désert, il a filmé Marrakech d'ailleurs. Casablanca apparaît un tout petit peu dans Le Cheval de Vent, mais pas suffisamment pour qu'on en parle dans le livre. Donc voilà, mais ça c'est à titre solo. On espère que vous allez nous présenter votre prochain livre dans la prochaine édition de l'ASFF. C'est tous les 5 ans en moyenne, hein, il y a un peu de temps. Écoutez, prenez votre temps, il n'y a pas no rush. Oui, vous avez une question? Alors, c'est drôle que tu parles de Daoud Aoulatsiad. Il y a un film de Daoud que je cherche désespérément qui est Adieu forain. Oui, je te le passe aussi. Ah, génial. Il faut me demander. Voilà. Les étudiants, ça par contre, ils le savent. Ils peuvent témoigner. Vous cherchez un film, il faut demander. Et parce que j'ai demandé dernièrement à une personne, elle m'a dit non, mais faut attendre, tu sais, la cinémathèque, là, ils travaillent à... Ils sont en train de le restaurer. Donc, d'où ma question. Est-ce que, justement, avec cette cinémathèque qui a vu le jour dernièrement et puis qui travaille activement à justement restaurer des films, des fois perdus, des images, enfin, des archives, est-ce que, justement, on peut s'imaginer que Ciné Casa va s'agrandir encore, ou est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être venir nourrir une réflexion autre? Non, c'est intéressant comme question. En fait, la cinémathèque marocaine a ouvert ses portes, entre guillemets, à travers un petit événement il y a un mois maintenant. Mais en fait, ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'elle existe. Et il se trouve qu'on a, en fait, de façon un peu confidentielle, on a déjà collaboré avec eux pour ce livre. Grâce à la cinémathèque marocaine, on a pu récupérer des copies de films, et notamment de films restaurés comme Soleil de printemps de Latif Larlou, qui a été restauré il y a 2 ans. On a pu faire des captures d'écran mais magnifiques, c'est du noir et blanc de toute beauté, rien à voir avec la version qui circule sur YouTube notamment. Et on remercie beaucoup, d'ailleurs on le fait vraiment à la fin du livre, on remercie la cinémathèque marocaine, Argis Nejar et tous les gens qui ont œuvré à cela. Et à la cinémathèque sont conservés de véritables trésors, alors qu'on n'a pas forcément pu regarder par le biais de la cinémathèque, parce que on avait aussi des copies qu'on récupérait de la part de collectionneurs, ou sur internet et tout. Enfin, on n'a pas toujours été très dans la légalité de ce point de vue-là, mais c'était ça ou rien. C'est pas enregistré, j'espère. Mais par contre, on a obtenu bien sûr l'autorisation du CCM et de la cinémathèque pour reproduire les images. Malgré tout, voilà, tout a été fait en bonne et due forme. Et il y a des trésors, notamment des courts-métrages que j'évoquais tout à l'heure. Il y a les premiers films marocains, Soleil de printemps, 6 et 12, de Chair et d'acier, tous les films de Larlou, de Guanani, de Benani, de Tazi, etc., qui sont préservés dans cet endroit. Et effectivement, l'ouverture très récente officielle de la cinémathèque laisse espérer que pour les autres chercheurs, que pour les autres personnes qui veulent écrire des livres, faire des articles, fouiller un peu les archives, il y aura encore beaucoup de choses très belles à découvrir et à mettre en lumière. Je pense que ce livre s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste qui reste encore à cristalliser. Ok, il y a une question là-bas. Micro. Alors moi j'ai une question un peu plus personnelle. Donc tu enseignes au Maroc, tu vis au Maroc, tu écris sur le Maroc. Pourquoi le Maroc? Alors ça c'est une fausse route, des fois. Moi, à Rouen,
Écoute, non mais oui, c'est vrai que oui, il faut se présenter aussi un peu. Moi, j'ai fait ma thèse à Rennes, en Bretagne, dans le nord-ouest, la Moufleux, il fait froid tout le temps, rien à voir avec le Maroc. J'ai aucune racine familiale avec le Maroc, par exemple, qu'est-ce qui n'est pas le cas, notamment de toi, Inès, je sais. Donc j'ai moins de légitimité en soi, pour employer un mot que je n'aime pas d'ailleurs, parce que pour moi, le mot légitimité ne doit pas exister au cinéma. Tout le monde est légitime pour faire des films, pour écrire dessus, pour communiquer dessus. Mais bon, voilà, j'ai fait ma thèse sur le cinéma italien. D'ailleurs, là, c'est mon premier livre, parce que celui-ci est mon deuxième, est consacré au cinéma italien. Vraiment rien à voir. Je m'envoyais vivre en Italie, à Florence, à Naples, à Bologna et tout. En 2013, j'ai eu l'opportunité de venir m'installer au Maroc juste après avoir fini ma thèse. Je me suis dit, tiens, petite parenthèse marocaine avant de revenir en France ou en Italie, justement. Donc c'était en 2013, et puis voilà, donc, 12 ans plus tard, je suis encore là. Ça a été un véritable coup de cœur. Je me suis installé à Casablanca dans un premier temps. Je suis tombé fou amoureux de cette ville. J'ai découvert le cinéma marocain que je connaissais absolument pas. En arrivant à Casablanca en 2013, j'avais dans mon bagage un seul film que j'avais vu, c'était Alizao de Nabil Ayouch. Voilà, qui est un film très distribué partout dans le monde, ce qui n'est pas étonnant que même en dehors du Maroc, on puisse connaître ce film et ce réalisateur. Mais sur place, j'ai découvert Derkaoui, Bouanani, Leila Kilani, tous les grands cinéastes, encore plus grands si je puis me permettre. Et je me suis aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient peut-être être un peu dites sur ce cinéma-là, qui n'est pas encore même aujourd'hui très diffusé, même si ça se développe avec notamment les nouvelles générations qui font des films formidables. Et voilà, j'ai commencé à écrire dessus, à m'intéresser, à regarder des centaines de films. Et donc après, je me suis installé à Marrakech en 2018, puisque j'ai été recruté par les SAV. Mais je suis resté très casaoui malgré tout. Et j'adore Marrakech, j'adore Casablanca. Je suis toujours à Casa le week-end généralement. Quand il y a eu cette possibilité d'écrire ce livre, ça m'a vraiment fait plaisir parce que pour moi aussi, c'était une façon de déclarer mon amour de façon plus officielle à cette ville, à ce pays, à ce cinéma que j'aime beaucoup et que je ne suis pas prêt de quitter. Je pense que vous êtes plus amoureux du Maroc que certains Marocains. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, j'ai une question à vous poser qui est un peu analyse. Et après tout, on est là pour apprendre par rapport au livre. Quelles sont les conséquences de cette attractivité des tournages de films à Casablanca? Donc, si vous voulez répondre, ou sinon on rappelle. Ça, c'est pour toi, Robert, je crois. Pardon, c'était quoi la question? Attractivité? Quelles sont les conséquences de cette attractivité de tournage de films à Casablanca? Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à cette question. Les conséquences, c'est toujours intéressant pour une ville qu'elle puisse attirer des réalisateurs et des artistes, puisque ça fait partie, ça façonne une image de la ville d'abord, et puis ça fait connaître la ville, ça fait travailler du monde, ça fait rêver, il y a beaucoup de choses positives qu'on peut relater à travers cette attractivité. Après, Casablanca a été et toujours une vraie ville de cinéma. Il y a tout le temps des tournages. D'abord parce que c'est une grande ville qui présente une diversité de sites, de quartiers, d'architecture, et donc c'est facile pour plusieurs réalisateurs de trouver un décor selon l'idée qu'ils se font de la ville ou qu'ils veulent montrer de la ville. Et puis aussi, c'est aussi la ville économique, la capitale économique du Maroc, où tout se passe. Donc déjà, il y avait des maisons de production, tout était d'abord concentré à Casablanca, et c'est ce qui facilite aussi le choix des artistes envers cette ville. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir
dans le corpus que des fois vous allez être étonné de voir par exemple que Casablanca a été représentée comme étant une place célèbre de Casablanca, la place Mohamed V, représente la place Tiananmen en Chine. Donc voilà, est-ce que c'est Scorsese qui y a tourné, en tournant aussi dans la région de l'Ouest, mais c'est-à-dire que c'est toujours intéressant pour un réalisateur de passer par Casablanca, qu'il va y trouver son compte. Et les conséquences ne peuvent être que positives. Moi, je vais me permettre de parler d'une autre conséquence, c'est par rapport au film de Michael Curtiz de 1942, Casablanca, avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Il est très connu, oui. Très connu, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film culte, il est souvent dans la liste des 10 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et c'est un film qui n'a pas été tourné à Casablanca, il a été tourné en studio à Hollywood, on était en 1942, c'était en pleine Seconde Guerre mondiale, il n'était pas possible, pour des raisons notamment de sécurité, pratique et tout, de tourner vraiment. C'est un mensonge. En fait, Exactement, mais c'est un mensonge auquel les gens ont cru. Parce qu'en fait, oui, la ville de Casablanca a été mythifiée par ce film. Alors, elle est représentée dans ce film sous un angle très folkloriste, très orientaliste. On a plus l'impression d'être dans une ville des mille et une nuits que dans la vraie capitale économique que nous connaissons. Mais malgré tout, le film a eu un tel succès, aujourd'hui encore, il est vu, il est diffusé partout, que tout le monde, à partir de ce film, connaissait Casablanca, non pas pour y avoir été, mais pour avoir vu le film. Et alors, pour répondre à la question, les conséquences, c'est quoi? C'est que du coup, la ville de Casablanca, notamment pour des raisons touristiques, a commencé à se maquiller un peu aux couleurs du film. Quand on va à Casablanca, notamment du côté de Mer Sultan, de la place des Nations Unies, du centre-ville principalement, on voit des façades de cafés, de restaurants qui reprennent la typographie du titre du film. On voit des objets souvenirs, des meubles, des tasses à café, tout ça avec l'affiche du film, Casablanca. Comment dire, on voit aussi des fresques murales, notamment du côté de Al Rank, qui représentent Ingrid Bergman sur les murs de la ville. Il y a la bière Casablanca aussi, avec pareil, la typographie qui reprend l'affiche. Et il y a le Rix Café, cet établissement où se joue quand même la moitié du film. C'est un café-restaurant qui n'existait pas. Et les touristes, en allant à Casablanca, après le film, étaient déçus, en fait, de ne pas retrouver le Rix Café. Ils pensaient qu'il existait vraiment ce café. Donc il y avait une déception. Et du coup, en termes de conséquences, il y a une américaine, une dame qui s'appelait Kathy Krieger, il y a une vingtaine d'années, une douzaine d'années, qui a décidé de construire un café à côté de la Médina de Casablanca, qui reproduit plus ou moins fidèlement l'ambiance, l'architecture, le style, la décoration du café du film. Donc du coup, maintenant, aujourd'hui, un touriste cinéphile qui se rend à Casablanca peut aller boire un verre au Rix Café du célèbre film de Curtiz. Donc voilà comment, en termes de conséquences, une ville qui au début est représentée de façon mensongère, comme tu le dis au cinéma, finit du coup par se transformer en ce mensonge. C'est assez dingue. Alors j'exagère un peu parce que Casablanca a une autre identité évidemment qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche de ce qu'on connaît quand on y va. Mais il est intéressant de voir qu'un film peut avoir ce pouvoir de changer une ville. Et je ne connais pas d'autres films dans l'histoire du cinéma qui aient à ce point marqué l'identité et l'évolution d'une ville. Il y a plein de films filmés dans l'histoire du cinéma, Paris, New York, Tokyo, Le Caire et tout, mais c'est pas pour autant que ces villes se transforment ensuite pour faire plaisir aux spectateurs. Mais Casablanca, elle l'a fait. Et ça, c'est très très fort. Alors, on peut le voir négativement, positivement, je sais pas, mais en tout cas, c'est un constat qui est assez passionnant, je trouve. Ça explique pourquoi vous avez choisi d'analyser Casablanca dans votre corpus filmique, oui. Même si ça n'a pas été tourné dans Casablanca. C'est ça. C'est quand même un film qui, malgré tout, tiens, Robert, tu peux peut-être le dire, c'est quand même un film qui dit des choses très vraies sur le contexte de l'époque. Oui, tout à fait. C'est un film très intéressant, même si il n'a pas été réellement tourné à Casablanca, mais c'est le film qui a fait connaître Casablanca, déjà le nom. Et puis, il a donné un aura très romantique à la ville.
chose qui n'était pas la réalité, bien évidemment. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi quand on analyse ce film, c'est c'est le contexte de réalisation du film. Il est sorti en pleine vers les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, et on est donc en pleine période où les Alliés se préparent à contrer le nazisme, et donc on va y mettre, les Américains notamment vont utiliser même le cinéma pour ça. Donc c'est un film propagandiste contre donc, le nazisme, et qui est vraiment bien ancré dans son époque. Même si il ne raconte pas Casablanca des années 40. Dans le film, on voit un Casablanca, une Médina un peu moyen-orientale, où on ne voit pas du tout une histoire de Marocains. On est entre des Français et des nazis, c'est une histoire raconte plutôt ça, patriotisme plutôt, mais on peut quand même raconter l'histoire mondiale à travers ce film, puisque Casablanca, comme Tanger par exemple, étaient des villes, plateformes de passage de tous ces Européens, soit qui fuyaient le nazisme ou d'autres problèmes de la guerre, et qui passaient justement par des villes comme Casablanca ou Tanger. Et donc il y avait des histoires d'espionnage. Donc forcément, c'est un film qui est bien ancré dans son époque. D'accord. Alors, est-ce que l'audience a une question? Donc, ma question, moi, j'ai pas encore lu le livre, j'ai hâte d'ailleurs. Donc, je veux seulement savoir si le film Casanegra est un de son film, et est-ce que vous avez trouvé ce film utile comme un film pour écrire Ciné Casablanca, et vous avez mentionné que certains films n'étaient pas très utiles. Mais est-ce que vous pensez que Casanegra était l'opposé? Ça a été un film qui est très utile pour écrire ce livre. Oui, je vais répondre en premier, si tu permets, Rabea. Oui, alors Casanegra est dans les 100 films. Comment envisager le contraire? C'est un film très important qui a marqué son époque, qui a fait beaucoup parler de lui, et ne serait-ce que son titre, Casanegra, je veux dire, c'est l'envers justement du Casablanca de Pacotti, filmé par les Américains en 1942. L'Armari nous montre une autre Casablanca, une Casablanca de la nuit, une Casablanca des marginaux, une Casablanca des désœuvrés. On est vraiment dans l'exact opposé de la vision orientaliste que notamment le film de Curtis avait pu faire. Donc oui, bien sûr, on analyse ce film, il est dans les 100 films, et on a même 3 films de l'Armari dans notre livre, puisqu'il a fait une trilogie, on l'appelle la trilogie casanegraise, qui est constituée de Casanegra, de Zéro et de Burnout. Donc les 3 films sont officiellement dans le corpus, et il est intéressant de voir que l'Armari évolue aussi au fil des 3 films. Mais de ce point de vue-là, Rabea, je sais que tu en parles très bien, je te laisse évoquer la façon dont l'Armari filme notamment le centre-ville, Art déco, tout ça, pour aller vers autre chose. Ah oui, cette trilogie sur Casablanca est très intéressante et essentielle pour raconter Casablanca. Pourquoi? Parce que justement, Nourdin Khmari, il a posé ses caméras dans le centre-ville art déco, on va dire, historique de Casablanca. D'abord parce que lui, il est féru de cette architecture, de ces belles architectures des années 30, 20-30, mais c'était pas seulement pour ça, c'était aussi pour montrer ce Casablanca qui a vieilli et qui a
s'est paupérisé et qui commence qui était jadis très, ce centre-ville qui était prestigieux, où les gens vivaient à l'européenne, et bien au fil du temps et dans le contexte de l'histoire de ces deux jeunes hommes désœuvrés dont on découvre l'histoire, ce centre-ville finalement raconte comment la population s'est paupérisée et il raconte donc des problématiques sociales et comment ce centre-ville il a évolué en fait par rapport à la population qu'il a investie. Et puis ensuite, ce qu'on a aussi analysé, c'est que dans son dernier film de la trilogie, finalement, Khmari va sortir de ce centre-ville justement pour suivre l'évolution de Casablanca qui est parti vers un autre centre, plus vers le quartier commerçant du Ma'arif, où il a plutôt choisi de filmer le tramway, qui est quand même une marque de modernité de la ville. Il a choisi de filmer les tours jumelles, les Twin Centers. Et ça donne vraiment une idée très intéressante de comment une ville est vécue au fil des époques, est vécue par ses habitants et comment ça évolue. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi dans le cinéma de Khmari, c'est comment il filme les architectures. Par exemple, ce centre-ville qui était prestigieux et que tout le monde admire, ces architectures, Khmari, lui, il va lui donner, il va le filmer d'une manière très oppressante, où on voit que ces architectures rétro, finalement, elles sont vieillottes et elles finissent par engloutir les deux personnages. Voilà, donc c'est une vision très intéressante de la vie. Dans Casanegra, il y a beaucoup de plans en contre-plongée, si vous vous souvenez, pour ceux parmi vous qui ont vu le film, où on voit vraiment les immeubles art déco qui semblent peser sur les épaules des deux pauvres gars qui sont les héros du film. À chaque fois, ils sont filmés comme ça, voilà, avec la caméra qui va un peu les saisir en contre-plongée, et on voit les immeubles qui littéralement semblent tomber sur eux, semblent les écraser, les empêcher de respirer, les empêcher de décoller. Et donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement qu'une belle façade art déco, telle qu'initialement pensée, peut aussi devenir un objet d'oppression pour des personnages qui ne se sentent pas à leur place en fait, dans cette ville qui ne veut pas d'eux. Et donc Khmari, effectivement, fait des choix de mise en scène très intéressants de ce point de vue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films marocains qui contribuent au rayonnement des villes marocaines, notamment du coup Casablanca avec du coup, le réalisateur Nourdine Lahmel. Alors, là, c'est loin du rayonnement, au contraire, il désacralise un peu l'image là. Il dit que Casablanca, ça peut aussi être une ville tentaculaire, oppressante, où on ne peut pas toujours exaucer ses rêves, malgré l'idée qu'on peut parfois s'en faire. Au contraire, je pense qu'il déréalise un peu la vision, parfois peut-être un peu naïve, qu'on peut se faire de cette ville. Voilà. Mais vous ne pensez pas qu'il y a des films, par exemple, qui, même s'ils présentent, par exemple, Casablanca négativement, ça contribue à la popularité de la ville? Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Casablanca est la ville la plus filmée du Maroc, ça c'est une évidence, hein, avec Tanger juste à côté, juste derrière. Mais moi, c'est ce que j'aime bien avec les cinéastes marocains, c'est qu'il y a eu tellement de films coloniaux, de films français, de films espagnols, de films américains, de propagande qui mettaient en avant vraiment les vertus de la colonisation à travers la modernité qu'on apportait à l'autochtone, tout ça. Et on les analyse dans notre livre. Les premiers films analysés dans le livre, c'est des films coloniaux, vraiment, qui disent voilà, regardez, le beau Maroc qu'on construit, parce qu'avant il n'y avait rien, soi-disant, machin. Et Casablanca sert de modèle. Ce Casablanca, à l'époque, était un laboratoire qui permettait d'expérimenter les projets les plus fous en termes architecturaux, en termes urbanistiques et tout. Les premières salles de bain, elles étaient à Casablanca avant d'être à Paris, par exemple. Il faut quand même le savoir, ça, c'est fou. Hein. Donc voilà, bon, ensuite, il y a eu l'indépendance, Alhamdoulilah, tout ça, machin, tout va bien. Et les premiers cinéastes marocains sont arrivés parce qu'avant ils n'avaient pas le droit de faire des films, les colons les en empêchaient, ils pouvaient juste être assistants, figurants à la limite.
rythme. Et c'est là que sont arrivés les Boinali, les Larlou, les Derkawi, les Afifi, tout ça. Ils ont commencé à prendre les caméras. Pour certains, pour faire des films, certes, également de propagande, parce que CCM continue aussi à faire ça. Voilà, sa manœuvre aussi de mise en valeur du pays, mais en parallèle, il y avait aussi des films qui ont commencé à se faire pour dire, bah non, Casablanca, c'est aussi une ville où il y a des problèmes, c'est une ville où il y a des inégalités, c'est une ville qui, à l'époque, était très investie par les fellahs, les paysans, qui en fait quittaient la campagne, quittaient le monde rural, dans l'espoir de trouver une vie meilleure à Casablanca, soi-disant parce que c'est une grande ville, on y trouve du travail, forcément, et tout. Et les films comme Soleil de printemps ou Aliam, qui ont pu être réalisés du coup dans cette époque-là, disent le contraire. Bah non, le fellah, il arrive à Casa et en fait, il se retrouve complètement noyé par l'oppression, par le danger, par la menace que représente cette ville. Donc c'est ce que même aujourd'hui beaucoup de cinéastes qui filment Casablanca font, c'est qu'il s'agit vraiment de se détourner de l'image un peu idéaliste, un peu touristique, qu'on peut en faire notamment certains occidentaux, pour raconter une réalité quand même beaucoup plus propre au Maroc que nous connaissons. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une question dans l'audience. Alors, bonsoir. Ma question est un peu plus générale. Êtes-vous, ou Madame Libari, optimiste quant à la nouvelle génération des cinéastes ou bien le futur du cinéma au Maroc en général? Bien évidemment. On témoigne ce beau festival que vous organisez, puisque vous encouragez la créativité de jeunes talents. Et ça, c'est très prometteur pour le cinéma marocain. Il faut dire que Ciné Casa, l'ouvrage qu'on a réalisé, on a beaucoup d'efforts pour mettre en avant le cinéma marocain. D'abord, les débuts du cinéma marocain, puis son évolution. Et puis, on a mis en avant aussi des jeunes réalisateurs qui émergent et qu'il faut suivre. Il y a de l'espoir, oui, tout à fait. Des jeunes qui cherchent de nouvelles façons de raconter le cinéma et il faut les suivre. Moi, je reste bien évidemment totalement optimiste sur ce point-là. J'espère aussi que les générations futures vont contribuer au rayonnement du cinéma marocain. Est-ce que l'audience a une autre question? Si je puis permettre, j'aimerais juste prolonger ce que vient de dire Abéa, et après, excuse-moi, parce que par rapport à la nouvelle génération, il se passe vraiment quelque chose de très beau depuis à peu près 5-10 ans. On a des jeunes cinéastes très talentueux qui viennent et qui font des premiers films, certains ont fait leur deuxième, et la plupart sont encore à leur premier. On en parle dans le livre, c'est Ismaël El Iraki, c'est Saladin El Jen, c'est Yasmine Benkira, c'est Malène Ben Barek, c'est Sophia Alaoui. Alors c'est des films qui peuvent évidemment susciter des discussions, tout ça, je ne dis pas que forcément ça plaît à tout le monde, mais en tout cas ce sont des propositions qui relèvent notamment d'un cinéma de genre qui n'est pas souvent très bien expérimenté au cinéma marocain, qui est très social généralement, et surtout ce sont des cinéastes qui s'entraident, qui se connaissent les uns les autres, qui se donnent un coup de main, qui sont très solidaires, et ça fait du bien, parce que ça n'a pas toujours été le cas, si je puis me permettre, dans l'histoire du cinéma marocain, où parfois c'était un peu chacun pour soi, tout ça. Et ce qu'on constate aussi à travers notre livre, c'est que Casablanca est de moins en moins filmé par ces jeunes générations. Casablanca commence peut-être à moins intéresser la nouvelle génération de cinéastes marocains. La preuve, c'est que justement, souvent, il y a certains de ces jeunes films, ces nouveaux films, qui commencent à Casa, et les personnages prennent la voiture ou le camion ou la route pour aller ailleurs. Dans Un cas contact, il fuit Casablanca. Dans Rennes, Yasmine Benkira, pareil, on prend le camion, on va dans le désert. Il y a plein de films comme ça qui semblent témoigner d'une espèce de volonté de retour aux sources, de retour à la racine, de quelque chose de plus authentiquement marocain, de plus profond dans l'histoire culturelle du pays notamment. Et on sort de la grande ville. On est vraiment dans l'antithèse de ce qui se faisait avant, où c'était au contraire le paysan qui arrivait à Casablanca et qui fait des aventures. Maintenant, non, on en sort. Et même les films qu'on a vus hier soir, si je me permets, c'est pareil.
la plupart sont des films tournés dans le désert, dans les villages, dans la montagne. Il y a vraiment, je pense, une sensibilité propre à cette jeune génération qui montre bien que peut-être quelque chose a été un peu dénaturé, un peu oublié par rapport à la culture à la culture profonde marocaine, du fait voilà, de la mondialisation, du colonialisme, etc. Et c'est très rafraîchissant et très rassurant, comme le dit Rabea, de voir que non, la mémoire elle est encore là et on va la raviver. Donc merci à ces jeunes cinéastes de quitter la ville pour revenir vers quelque chose de plus profond. Si je peux rajouter, c'est vraiment un phénomène à un niveau mondial. On fuit un peu, enfin on fuit pas Week-end. Paris, c'est vu, revu, c'est bon. Et pareil, les États-Unis, là, on voit beaucoup plus de films qui vont se passer dans un coin perdu. Et il y a ce désir, en fait, je pense, sortir aussi de ce qui a trop été vu ou le plus logique, quoi. C'est vrai. Ah, ma question. Mais je pense que ça participe aussi d'une tendance de la jeunesse mondiale en général, notamment liée à la cause environnementale, écologique, tout ça. C'est que la nature, on l'a perdue, on l'a saccagée pendant des dizaines d'années. Et aussi des identités multiples qu'est un pays. Hein. La France, c'est pas Paris. Le Maroc, c'est pas Casa, justement. Et beaucoup d'identités se sont d'ailleurs perdues à tout jamais dans ce... Bref, ma question. Je voulais la poser à toi et à Rabea aussi. J'ai hâte de découvrir le livre, vraiment. Mais du coup, pour toi et pour Rabea, c'est quoi le coup de cœur? Le coup de cœur de film. Ça, c'est une question de cœur. C'est la question qui tombe à chaque fois. Du coup, on a nos réponses. Vas-y, Rabea. Oui, tout à fait. C'est très difficile d'avoir un coup de cœur parce que on a exploré quand même 100 films et chaque film il a ses particularités, ses qualités ou ses défauts aussi. Mais en tout cas, pour faire un choix, moi j'ai eu le plaisir grâce à Roland et son travail et tout le travail de recherche qu'il avait fait au préalable, de replonger dans les débuts de la cinématographie marocaine. Ça, c'était, on a grandi, moi je suis d'une génération qui a quand même connu les travaux des premiers cinéastes à la télévision marocaine, je me souviens. On n'avait pas toujours trop le choix d'avoir plein de canaux de diffusion, donc on regardait essentiellement de la télévision marocaine et on allait, je suis d'une génération, on allait beaucoup au cinéma. Mes parents m'ont emmené beaucoup au cinéma. Mais pour revenir donc à la question, le coup de cœur, c'est quand on s'est plongé dans ces débuts du cinéma. Bien sûr, on a regardé les films du premier réalisateur officiel marocain qui est Mohamed Asfour et qu'on a mis à l'honneur dans notre ouvrage et que toute la jeunesse marocaine devrait vraiment se pencher sur son travail, aussi sur un grand monsieur, un grand artiste complet, réalisateur, écrivain, poète qui est Ahmed Bouhlani, qui a beaucoup travaillé sur la mémoire. Et puis aussi, moi, mon coup de cœur, c'était le père, on va dire, le père du film documentaire marocain, qui est Mohamed Afifi. On ne lui connaît que 2 ou 3 films documentaires qui étaient à la base des films de commande, c'est-à-dire que c'est le centre cinématographique marocain qui lui a commandé un film sur la ville, sur la reconstruction de la ville d'Agadir après le tremblement de terre, et un autre film, celui-là s'intitule Retour à Agadir, que je vous conseille de voir, il est magnifique. Il n'est pas dans notre livre parce qu'il ne parle pas il parle d'Agadir, pas de Casablanca. Mais on a choisi un autre très beau documentaire sur Casablanca, sur le port de Casablanca, qui s'appelle De chair et d'acier. Moi, j'apprécie beaucoup ce film documentaire. D'abord, c'est très subjectif parce que moi, j'aime beaucoup la forme documentaire.
Et puis surtout, ce que j'ai apprécié à travers ce documentaire, c'est que d'abord c'est un documentaire en noir et blanc et qui raconte Casablanca à travers son port, qui est un équipement fascinant qui a fait cette ville. C'est le cœur névralgique du Maroc, parce que tout a commencé à travers ce port. Et on a Afifi qui nous raconte, alors si on va parler d'un port, d'un équipement important de la ville, mais alors Afifi, lui, il va rajouter une touche de poésie. Et là, on est dans un tout autre univers où les machines, les grues font un balai, où l'homme devient une petite fourmi entre ces machineries. Et voilà, je voudrais vraiment que vous découvriez ce film. Mais moi, c'était ça mon coup de cœur. C'est encore une fois dommage qu'on n'a eu que quelques ouvrages d'Afifi. Mais c'est aussi un réalisateur qu'il faut mettre en avant, et il faut que les jeunes générations justement de réalisateurs puissent connaître ce qu'ont proposé les premiers, on va dire, les pionniers du cinéma marocain après l'indépendance. Voilà, donc mon coup de cœur, entre plein de coups de cœur, c'est De chair et d'acier de Afifi, qui est sur le campus du. Alors, moi. Oui, donc je vais répondre aussi, mais avant je tiens juste à saluer Sophia Mini qui a posé cette question, qui en a posé d'autres tout à l'heure, parce qu'elle est également la coproductrice de plusieurs films dont nous parlons dans le livre, et avec ses collègues, Liane Schreibi, Aléna Amran, elles ont donné gracieusement l'autorisation de reproduire des images de ces films dans le livre. Donc, il y a This is Behind, Daisy Anne, de Hicham Nasri, il y a Mika, de Simon Farouki, il y a Ziara, de Simone Bitton. Donc déjà, voilà, merci beaucoup déjà pour ces beaux films que vous avez produits et qui sont vraiment des films importants du cinéma marocain, et aussi pour votre bienveillance, pour que nous ayons de belles images dans ce livre. Merci beaucoup, Sophia. Moi, je n'ai pas de film préféré, c'est impossible. Donc du coup, à chaque fois, j'évite la question en répondant que s'il y a un film que je retiens de ce livre, c'est pas forcément parce que c'est mon préféré, c'est parce que c'est celui dont nous avons retenu une image pour la couverture. C'est www. What a Wonderful World de Fawzi Ben Saidi, qui est déjà un cinéaste exceptionnel, et j'adore ce film qui se passe entièrement à Casablanca. Casablanca devient un terrain de jeu dans ce film, c'est ludique, c'est cinéphilique, chaque plan est une référence à un film de Melville, de Wong-Kar-wai et tout ça, qui est de Fellini, qu'il a aimé. Il transforme cette ville pour en faire une ville de cinéma, et cette image est tellement belle. On y voit de l'art déco, on y voit la mosquée Hassan II, on y voit du blanc, on y voit du jaune, on y voit la nuit, on y voit ce personnage de Nezarayil qui est en avant-plan. C'est tellement cinégénique pour une couverture, tellement représentatif de la ville dans ses contrastes, justement, tradition, modernité, ancien, récent, etc. Et on voulait qu'il y ait un personnage, parce qu'un film sans personnage, ça existe, mais c'est avant tout des histoires de femmes et d'hommes, hein. C'est pas juste une architecture, c'est pas juste une ville, c'est aussi des gens. Et on est très content d'avoir pu avoir le droit de reproduire cette image pour cette couverture. Et c'est pour ça que peut-être, indirectement, c'est vraiment le film que je retiens de ce campus. Justement, j'allais poser ma dernière question par rapport à la couverture. C'était quel film? Mais vous avez déjà répondu. Donc, si on a appris quelque chose par rapport à cette guest lecture, c'est que Casablanca, il y a beaucoup de films qui ont été tournés là-bas, et que il y a des films marocains, des films internationaux, et aussi par rapport aux motivations de votre projet, ça a à voir avec votre vision du cinéma au Maroc, votre amour pour Casablanca. Donc je vous remercie tous pour avoir assisté à la guest lecture, et n'hésitez pas à revenir parce qu'on va avoir le screening de Sophia, un film qui a été mentionné dans le livre. Ouais. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. En plus de ça, il y aura la réalisatrice en personne avec qui vous pourrez échanger sur le film. Merci beaucoup. Merci.
à dire merci au festival. Merci Rabea de ta présence à distance. Merci beaucoup super. Rabea, merci beaucoup Roland Carré. Et on se retrouve au screening de Sophia, j'espère. Et demain pour Merci Père n'est à pas tous bon. et bonne continuation. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.